Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Un au-delà du miroir ce soir. Et pour la semaine, on va parler un peu de musique. Un peu de musique ce soir avec une femme, Emmanuelle Parenin. Elle est artiste et chanteuse française de folk, plus connue pour sa collaboration dans les années 1970 avec les groupes Mélusine et Gentiane. Et elle est aussi la fille du fondateur du Quatuor Parenin, qui est une formation musicale classique. Elle est désormais musicienne et art thérapeute. On va parler de la mailleuxphonie. Bonsoir Emmanuelle Parenin. Bonsoir. Merci d'être avec nous sur l'antenne d'IDFM. Merci d'être là avec vous. Alors, est-ce qu'on peut revenir un peu dans ces années 70 ? Allez, on repart un peu en arrière. Alors pour moi, c'est un peu la préhistoire. Qui fait beaucoup de choses depuis, mais en effet, dans les années 70, ça a été un grand mouvement où j'étais un peu au départ de ce grand mouvement qui s'est appelé le folk, et j'ai fait partie vraiment d'un petit groupe qui est parti avec un magnéto sous le bras, enregistrer, faire donc des collectages dans les pays francophones, enregistrer des vieilles chansons. Et on a fondé le premier folk club à Paris qui s'est appelé le Bourdon, et puis ensuite il y en a eu dans toutes les villes de France, et puis surtout on a créé des immenses festivals où il y avait quand même en moyenne 20 000 personnes qui venaient. Donc c'était un mouvement qui s'est appelé le folk, et j'étais au tout départ de ce mouvement. À l'époque, en effet, vous avez parlé de groupes comme Gentiane ou Mélusine. Alors en effet, c'était les premiers groupes. Mais il s'est passé tellement de choses très différentes depuis. Ah, mais c'est bien de repartir en arrière un peu quand même. Hein. Oui. Alors, donc, vous êtes fondatrice de la scène revitaliste folk en France et vous avez écumé les festivals, les MJC, et vous avez joué donc avec Gentiane et Mélusine, mais aussi avec Didier Malherbe, Vincent Segal ou Alan Steven. Alan Steven, quand même, ça doit être des beaux souvenirs. Ah oui, il y avait un feu incroyable, on était à fond, et c'était vraiment je dirais que on était dans la création à 100%, on était bien. Et vous n'y êtes plus maintenant ? Si, ça n'a jamais lâché. Bon, c'est une bonne chose. Alors, vous avez pratiqué le collectage, vous venez de le dire, de chansons, je suis sur votre site, de chansons traditionnelles en zone rurale. Là, vous avez pratiqué aussi la danse contemporaine ou l'art-thérapie. Oui. Et vous avez pratiqué le yoga, le tai chi, le qigong, le shintaïdo et le kototama. C'est quoi le kototama ? Kototama, c'est japonais, et c'est un travail sur le mouvement et la voix en même temps. Voilà, mais c'est surtout un esprit. Un peu comme le shintaïdo aussi. C'est un art martial. C'est un état d'esprit. Donc vous bougez en même temps, c'est-à-dire... Oui, on bouge en même temps. Le geste, le son, quand le son et le geste sont reliés, ça apporte une force vers la guérison. Et donc, vous faites maintenant de l'art-thérapie, de la mailleuxphonie. Alors dites-nous un peu ce que c'est que cette mailleuxphonie qui vient de maïeutique. Donc ça vient de maïeutique, qui veut dire accoucher d'eux, phoné en grec, et la voix, c'est accoucher de soi à travers la voix, mais c'est aussi accoucher de soi à travers la résonance, et la voix, c'est un révélateur de l'être. Donc on va parler de ça, mais voilà, la mailleuxphonie, déjà, c'est ça que ça veut dire. Alors si je viens chez vous pour faire de la mailleuxphonie, qu'est-ce que vous allez me faire ? Qu'est-ce que vous allez me dire ? Comment ça va se passer ? D'abord, si vous venez chez moi, c'est que vous avez une raison de venir chez moi. Donc, il va y avoir une demande. Et moi, d'abord, qu'est-ce que je fais ? J'écoute. J'écoute la personne. Et d'ailleurs, j'enseigne l'écoute au Centre international de musicothérapie. Parce que tout part de l'écoute. C'est-à-dire écouter derrière une voix le rythme, les non-dits, et écouter à travers les mots ce qui n'est pas dit, et ça s'entend déjà dans le timbre, dans le souffle, dans le rythme de la parole. Donc ça part de l'écoute. Alors une fois que vous m'avez écouté, qu'est-ce que vous faites de ce que je vous ai dit ? Donc selon la personne, c'est pour ça que je fais jamais une pratique qu'elle amène d'une personne à l'autre, selon la demande, selon la souffrance, selon le manque, selon ce qui se passe et ce que j'entends derrière ce qui est dit, je vais
Demander à la personne d'abord, on part sur le corps, on part du corps, de la respiration, du souffle, et d'aller réveiller des zones endormies à travers la vibration. C'est-à-dire qu'on va imaginer un peu comme un gâteau qui est coupé en parts, et au centre il y a le soi, et chaque part, en fin de compte, va s'exprimer à travers un timbre, à travers une fréquence. Et à ce moment-là, moi, je vais me mettre sur la même fréquence que la personne pour l'accompagner. Et la personne va s'exprimer à travers la voix. Moi, je la soutiens sur la même fréquence, mais je peux aussi prendre un instrument. Je suis entourée de pas mal d'instruments qui va correspondre à ce que j'entends et qui va aider la personne à exprimer une part d'elle-même qu'elle ne connaît pas forcément. En gros, c'est ça. Alors, elle va chanter quoi? Un air connu ou elle va... Pas du tout. Non. Elle va pas chanter, déjà, pour commencer. Elle va émettre une vibration, une fréquence. On va pas faire du joli, on va pas faire de la chanson, on va partir sur des fréquences, c'est-à-dire sur des sons. Et moi, je me mets en résonance sur la même fréquence, c'est-à-dire sur le même son, sur la même hauteur de note, si vous voulez. Donc, j'amplifie ce qu'elle est en train de sortir d'elle-même. Et je l'accompagne, et la personne va, à travers le son, exprimer quelque chose. Alors, le premier son que cette personne va exprimer, est-ce que c'est vous qui le définissez ou il sort tout seul? Non, pas du tout. Je la mets dans une certaine condition pour que le son puisse sortir. Donc, il y a tout un travail en amont pour que la personne se recentre, s'enracine, se mette dans le souffle. Il y a tout un travail sur le souffle avec le corps, avec des gestes. Et une fois que la personne est dans le souffle, du souffle va apparaître un son. C'est pas « je vais faire un son », c'est que du souffle va apparaître un son. Et à partir même s'il est extrêmement petit, à partir de ce petit son, je vais me mettre en résonance pour l'amplifier. Mais c'est pas moi qui amplifie, c'est la personne qui petit à petit va se sentir sécurisée, entourée, et va pouvoir aller plus loin dans cette fréquence et dans cette résonance. Et à ce moment-là, c'est pas moi qui suis thérapeute, c'est le son qui est thérapeute. Le son, il va aller dans des zones endormies ou des zones qui ne résonnent pas. Il va apprivoiser des zones qui ne résonnaient pas. Et de là, va se passer quelque chose. Ça n'a rien à voir avec le cri primal, c'est pas un cri. Non, c'est pas ça. Est-ce que les gens sont couchés? Non, les gens sont assis ou debout. D'accord, intéressant. Donc la séance, elle dure combien de temps à peu près? La séance peut durer d'1 heure à 1h30. Ça dépend. Ça dépend. J'ai des personnes qui viennent de loin, donc on fait des séances plus longues. Sinon, c'est 1h15 en moyenne. Quoi. Et donc ce son qui sort, vous l'enregistrez? Vous lui donnez une... Non, vous le gardez? Non, oui, je dis aux personnes qu'elles peuvent enregistrer sur leur téléphone, parce qu'après, je donne des choses à faire. Quoi. C'est-à-dire amener certaines vibrations dans son quotidien. L'idée, c'est pas d'être toujours soutenue par une personne extérieure et qu'elle soit autonome et indépendante. Donc, je lui dis d'enregistrer pour pouvoir se remettre dans les fréquences et je lui donne des exercices à faire. Alors, aujourd'hui, vous avez une vielle à roue, des harpes, une épinette, des Vosges. Vous avez plein d'instruments. Oui, j'ai beaucoup d'instruments. Donc, j'ai des vielles qui sont, vous connaissez la vielle, qui sont des sons continus. À la base, c'est ce qu'on appelle des bourdons, donc des sons continus. Donc, déjà, le son continu en lui-même, il vous met dans une certaine transe petit à petit. C'est un son continu. Hier, j'ai joué, il y a quelques jours, j'ai joué sur la scène nationale de Marne-la-Vallée, à la ferme du Buisson, et c'était vraiment basé sur ce bourdon, ce son continu. Donc voilà, pour les vielles, je joue des harpes, donc j'ai eu 4 harpes, de la petite ça va en grandeur et à chaque fois un peu plus grande. Et puis j'ai des épinettes, alors des Vosges, non, à la base c'était des épinettes des Vosges, mais les épinettes des Vosges c'est tout petit, et puis la forme s'est extrapolée, des luthiers ont agrandi cette forme, voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle l'épinette des Vosges, mais arrangée, transformée, inventée. Donc c'est tous des instruments, à part la harpe, qui ont en commun un bourdon, un son continu. Et donc, un son de résonance important. Et donc ces sons accompagnent la personne. Donc selon ce qui se passe, selon la fréquence que la personne va sortir, d'abord, il n'y a pas tout de suite un instrument. D'abord, c'est moi
qui me met dans sa fréquence. Donc c'est des fois infime et tout petit. Des fois, il y a des personnes qui n'arrivent pas à sortir un son. Elles sont que dans le souffle. Il faut un certain temps pour amener. Et ensuite, selon la fréquence, je vais sortir tel ou tel instrument. C'est pas commandé à l'avance, quoi. C'est différent selon les personnes. Et donc, c'est toujours le même son qui va servir tout au long de la séance ou il y a d'autres sons qui apparaissent? Non. Je peux changer 3 fois d'instrument dans la même séance. C'est pas du tout le même son qui va servir tout le temps. Ça commence avec un son et selon ce que la personne va sortir, je peux changer d'instrument ou je peux arrêter les instruments et être avec quelqu'un avec le son ou alors avec des bols de cristal. Oui, les bols tibétains, non? Je préfère le cristal. Oui. Mais j'ai aussi les bols tibétains, mais je préfère le cristal. Je trouve que ça va plus jusqu'à la cellule comme son. Et alors, qu'est-ce qui se passe? La personne, elle a un son qui sort en continu. Qu'est-ce qui se passe quand ce son sort? Mais qu'est-ce qui se passe? La personne, après la séance, où elle fait un voyage pendant la séance et elle fait des liens. C'est-à-dire que le son, il peut être Karcher. Il peut aller casser une mémoire, il peut aller casser quelque chose qui est ancré en la personne, ou alors au contraire, il peut réharmoniser, ou alors simplement le son, va, comme je vous le disais, va apprivoiser des zones qui ne résonnent plus et qui correspondent à des chocs. Et on ne va pas forcément aller dans l'histoire du choc ou du papa ou de la maman, ce n'est pas de la psychanalyse, je laisse ça aux spécialistes, mais la personne fait des liens et surtout, le but, c'est que la personne revienne à elle-même, l'essence de son être, ce qu'elle est. C'est-à-dire les masques tombent, les croyances, les blocages. Bon, ça se fait pas comme ça, mais le son, moi, m'émerveille parce que c'est assez rapide. Alors Emmanuelle Parrainin, ça vous est venu comment finalement de faire de la maïeutique? Est-ce que vous avez suivi des stages ou qu'est-ce qui s'est passé pour que d'un seul coup vous passiez de chanteuse dans des groupes dans les années 70 à ce que vous êtes maintenant? Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie. C'est la vie qui m'a transformée. C'est la vie qui m'a appris les choses. Disons que j'ai fait en effet de tai chi, la danse contemporaine, où j'étais assez loin dans la danse contemporaine. Donc je suis partie toujours du corps aussi. Mais c'est plutôt les chocs de la vie là qui m'ont amené à ça. C'est-à-dire que j'ai été sourde dans les années 90, avec selon les médecins, je ne pouvais pas récupérer. J'avais fait à l'époque on faisait du caisson-bar qui n'avait pas marché, donc je ne pouvais pas récupérer. Et j'étais difficilement appareillable. Et j'ai vécu d'abord en chalet d'alpage, donc sans eau, sans électricité. Et j'avais mes instruments. Et puis, je pense qu'une des premières choses, c'est que j'ai jamais cru les médecins. J'ai jamais cru que je récupérerais pas. J'ai jamais cru que je serais sourde à vie. Et la première fois que je me suis rendu compte que j'étais sourde, contrairement à ce qu'on pourrait penser pour une musicienne, j'ai pris ça comme une grande douceur. J'étais dans un cocon de plumes. Je me sentais protégée du monde entier et ça m'a fait beaucoup de bien. Ensuite, j'ai développé une autre écoute, on va dire une grande intuition. Et c'est à travers l'intuition que je me suis auto-soignée avec des instruments, avec la résonance. Et en me mettant sur la même fréquence que les instruments, je savais ce que je jouais et je chantais aussi, enfin, en me mettant en résonance petit à petit, en me mettant aussi à faire un peu comme dans la liturgie du recto tono, c'est-à-dire être toujours sur la même note, en chantant toujours sur la même note, donc faire résonner le crâne, les os du crâne, que petit à petit j'ai récupéré. Donc vous vous êtes retrouvée sourde du jour au lendemain? Je me suis retrouvée sourde du jour au lendemain, oui. Et c'était maladif ou c'était... Non, c'était... C'était psychologique? Non, c'était une agression. C'était une agression? Oui. Oui, enfin c'était psychologique, c'était quelque chose... Non, c'était physique. C'était physique. Ouais. Ok, donc vous partez dans un chalet de montagne, là vous n'entendez plus rien? Au départ, j'entendais plus rien. Rien du tout? Non, j'entendais rien du tout. Ça semble un peu comme dans la nuit quand il n'y a pas de bruit? C'est cette espèce de silence qui parle. Je pense qu'il y avait quelque chose quand même qui entendait dans mon écoute intérieure, puisque j'entendais le sang pulser, j'entendais la vie en moi. Donc j'entendais ce qui se passe qu'on n'entend pas.
D'habitude. Ouais, d'habitude. Et ça a duré quand même longtemps. Combien de temps? J'ai eu surtout très mal, j'avais très très mal. J'avais les 2 tympans explosés, les rochers fêlés. J'avais mal, quoi. Même le bruit, si je l'entendais pas, ça me faisait mal. Et donc petit à petit, c'est revenu. Donc petit à petit, c'est revenu. C'est-à-dire que vous êtes servi de votre corps comme d'un instrument, Oui. comme on peut faire aussi dans le yoga du chant ou avec les lettres, où on travaille avec les chakras sur chaque note, c'est-à-dire que notre corps est un instrument. Bien sûr, notre corps, c'est notre premier instrument. On est tous les résonateurs les uns des autres. Donc vous aviez quel âge? Une trentaine d'années? 40 ans quand vous êtes parti? Non, j'avais 40 ans, oui, j'avais 40 ans. Donc à 40 ans, vous vous retrouvez dans ce chalet de montagne, et c'était vraiment pour faire de la thérapie, c'est-à-dire vous vous êtes dit que c'était la seule façon que vous aviez de vous en sortir? Non, c'est le hasard de la vie qui a fait que qu'on m'a prêté ce chalet, que j'étais là. J'ai eu plusieurs endroits comme ça, on m'a prêté parce que j'avais plus de ressources. Ben oui. Donc on m'a prêté une maison à Antibes pendant quelques mois. J'ai eu ce chalet où j'ai été quand même jusqu'à ce que la neige soit trop importante. J'ai été longtemps. Après, j'ai vécu 1 an au-dessus des Gerais, donc en Haute-Savoie. Donc tout ça, ça fait quand même 2 ans en tout, truc comme ça. Et après, j'ai habité, par le hasard de la vie aussi, au bord du lac du Bourget, une région que je connaissais pas du tout. Et là, j'ai ma vie qui a recommencé. Je commençais à entendre, il fallait que je gagne ma vie. Et ça a été très, très vite. Alors comment vous vous êtes rendu compte que d'un seul coup, vous commenciez à réentendre? Comment c'est arrivé? Tout doucement ou d'un seul coup? Non, avant de réentendre, j'ai senti les vibrations dans mon corps. Et c'est ça qui m'a donné l'élan. Et après, j'ai commencé c'est très petit à petit, pas tout d'un coup. Donc au départ, vous ne pouviez pas aller dans un endroit où il y avait trop de bruit? Ah oui, je souffrais beaucoup du bruit, curieusement. Que j'entendais pas, mais je souffrais physiquement. Je crois que les sourds, ils l'entendent de toute façon. Ils n'aiment pas trop les endroits où il y a plein de bruit. C'est-à-dire que les sourds, voilà, ce qui m'était arrivé à l'époque des collectages, donc on revient aux années 70, c'est qu'une fois j'étais au Canada, dans l'île aux Coudres, donc un endroit très reculé. On était plusieurs et on a enregistré une famille avec 20 enfants, dont 18 sourds-muets. Et les parents étaient musiciens. Et on avait fait une veillée. Et les enfants étaient tous assis sur le sol. Et les enfants suivaient le rythme, suivaient la musique comme si... Et je ne savais pas quels étaient les deux qui n'étaient pas sourds-muets. Et c'est que là que je me suis rendu compte que la vibration passait par le sol. Oui. Donc ça m'est resté, ça. Et je pense que ça m'a aidé à l'époque où j'étais obligée de me rééduquer. Donc vous avez mis combien? 3 ans à retrouver là? Oui, 3 ans, oui, non, à peu près, oui. Et vous êtes allé voir des médecins après pour leur montrer, non? Oui, j'ai vu ORL où j'ai expliqué les choses et je lui ai dit aussi comment je faisais passer mes acouphènes. Et il m'a dit, très intéressant, je vais dire ça à mes patients. Alors comment vous faites passer des acouphènes? Pas tous les acouphènes, malheureusement. Hein. Mais les acouphènes, quand c'est un son précis et aigu, par exemple, je chante à l'intérieur de la tête, ma tête bouche fermée pour la résonance crânienne, la même fréquence et ça part. Par contre, un acouphène avec beaucoup de sons dans les oreilles, un mélange comme j'ai de temps en temps encore. Comme là, j'ai la forêt vierge dans l'oreille gauche de temps en temps, mais ça, je peux rien y faire. Ça vient d'où, ça, à votre avis? Parce qu'il y en a pas mal de personnes qui, surtout en vieillissant, ont des musiques dans la tête qui ne peuvent pas s'arrêter. Ça vient d'où, ça, ces musiques? Je n'ai pas compris. Qui ont des musiques dans la tête? Moi, je connais une vieille dame, elle me dit, j'ai un orchestre dans la tête. Et je peux pas l'arrêter. Et ça doit être horrible d'avoir comme un transistor dans la tête, comme si on était branché. Mais elle appelle ça un acouphène ou elle dit une musique? C'est pas pareil. C'est de la musique. Parce que c'est pas pareil. C'est 2 choses bien différentes. Les acouphènes, c'est vraiment des sons qui stridents, qui c'est très épuisant. Des musiques, c'est vraiment très différent. Sauf qu'en effet, si elle a toujours des musiques sur la tête, ça doit être fatigant aussi. C'est des musiques quand elle était jeune. Je peux pas répondre à ça. Je n'ai pas la réponse parfaite. Ça serait intéressant de se pencher sur le cerveau. Pourquoi il nous ressort 80 ans plus tard les musiques, les chansons de son enfance, et qu'on peut pas arrêter le disque. C'est ça surtout le problème, c'est qu'elle n'arrive pas à arrêter le disque. Bon, on va écouter la vôtre en tout cas. On va écouter la chanson numéro 4. Dites-nous un peu ce que c'est. Alors c'est Perelandra, je pense. Je
pense que c'est Perenandra. Donc si c'est ça, c'était à l'époque où j'étais danseuse contemporaine. J'étais avec une troupe qui s'appelait Watercress, il y avait des anciens danseurs de Caroline Carlson et puis d'autres. Et ils m'avaient demandé de faire la musique. C'était après avoir sorti un disque qui s'appelait Maison Rose. Et j'ai composé une musique. Donc le spectacle s'appelait Perenandra. Et je dansais aussi et je chantais en live. Voilà, Perenandra. Deuxième partie de cette Au-delà du miroir ce soir avec Emmanuelle Parenin, artiste et chanteuse française qui est aussi, on peut dire, art thérapeute avec la maïeuphonie. Dans ce qu'on vient d'entendre là, c'était quels instruments, Emmanuelle? C'était des épinettes principalement. Ouais, c'est quand même une musique, comment on peut dire, je le dirai pas parce que je trouve pas les mots, donc c'est très bien. Et vous faites toujours le même style de musique ou qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est un morceau qui date de quelle année? Ça, c'est un morceau qui date des années 80. Non, je fais des musiques très différentes. Je fais actuellement, j'ai toujours les mêmes instruments, c'est-à-dire des vielles, des épinettes, des harpes, la voix qui est comme un instrument de musique ou bien qui est chanté. Et je joue avec aussi bien avec des jeunes qui font. Je fais de la musique expérimentale, je fais de la musique improvisée. Je joue. Là, ce que j'ai joué dernièrement, c'était
Donc c'était plutôt des vielles, mais la vielle un peu free, parce que la vielle est un instrument qui peut être comme un orchestre. C'est pas la vielle qui fait des bourrées, c'est aussi un instrument qui a des résonances et des sons tout à fait étonnants. Donc je profite des possibilités de cet instrument, qui n'est donc à la base un instrument qui est utilisé pour la musique traditionnelle et qu'on peut utiliser totalement différemment, pour en sortir des sons et de jouer avec une scène de jeunes. Et voilà. En tous les cas, c'est une musique intéressante. Donc, on va revenir un peu sur ce qui s'était passé. On a continué à en discuter pendant la pause musicale. Vous dites que vous avez vu donc un médecin après cette période de surdité et qu'il a expliqué, mais vous pourriez pas nous dire comment, que c'était normal que quelque part ce soit refait. C'est-à-dire que oui, j'avais fait une émission qui avait été très bien préparée avec un médecin et qui avait montré scientifiquement comment je m'étais soignée. D'accord, mais le premier médecin vous avait dit qu'il pouvait rien y faire. Ça, c'était à l'hôpital. Ouais. À l'hôpital, oui. Après avoir fait le caisson-bar, on m'a dit, mais on ne peut rien y faire et vous serez difficilement appareillable. Ouais. Bon, en tous les cas, ça va mieux. Là, vous entendez bien, vous avez plus de problème d'oreille. Et c'est à ce moment-là que vous vous êtes dit que vous pouviez peut-être soigner les gens avec les sons. Alors, ça n'a pas été du tout immédiat. Il se trouve que j'ai travaillé 10 ans dans les hôpitaux, quand j'étais en région Rhône-Alpes, avec tous les cas de figure. J'ai fait à peu près toutes les pathologies. Et puis, j'ai travaillé aussi beaucoup avec les enfants. Et je me suis occupée aussi d'autistes. J'ai suivi aussi un petit garçon de 4 ans à 14 ans toutes les semaines. Et puis, à l'hôpital de jour, je me suis occupée de groupes d'autistes. Je me suis rendu compte que la musique avait vraiment des effets assez étonnants. Ça a été plutôt mon terrain d'expérimentation. Et après ça, j'ai fait des études à Paris 5 en musicothérapie. Et après ces études, qui m'ont, à l'époque, plutôt desséché qu'autre chose, je suis revenue à ce que la vie m'avait appris. Et c'est comme ça que j'ai créé après la maillophonie. Mais c'est une longue expérience. Ça s'est pas passé du jour au lendemain. Ça a commencé. Je pense que je pense que cette histoire, en fin de compte, elle débute à ma naissance, parce que je suis née dans une famille de musiciens. Mon père avait créé le quatuor Parnain, et c'était pas n'importe quel quatuor. Et qui travaillait la musique du matin jusqu'au soir quand il n'était pas en tournée, que mon seul lien avec mon père, c'était à travers les portes fermées, l'entendre travailler tout seul son violon ou entendre les répétitions du quatuor. Et donc déjà, je pense qu'à travers l'interprétation, je sentais, il y avait des drames qui se passaient dans la famille, il se passait beaucoup de choses dans cette famille, je sentais dans la musique. À travers la musique et l'interprétation, je sentais beaucoup de choses et je pouvais pas le dire, c'est ça. Mais je pense que ça a été très, très important, cette naissance et ces premières années que j'ai passées, où le son a été le fil conducteur de mon enfance. Pourquoi vous dites que la musicothérapie que vous avez faite, elle vous a desséché? Parce que je me suis pas sentie en accord avec. Avec l'enseignement. Avec l'enseignement, oui. C'était extrêmement didactique. Et comme j'avais fait 10 ans de pratique, même peut-être un peu plus que 10 ans de pratique dans les hôpitaux avec toutes les pathologies, je m'étais occupée beaucoup d'enfants, etc. J'ai beaucoup plus appris en faisant de la pratique. Vous les faisiez chanter, les enfants? Chanter est un bien grand mot. J'avais mes deux instruments qui sont la harpe et la vielle. En fin de compte, c'est deux opposés. Il y en a un qui va aller plutôt dans le ventre et dans les entrailles. Il y en a un autre qui va aller, au contraire, réharmoniser. Et avec ces deux instruments, j'arrivais à des choses étonnantes. C'est là que j'ai appris. Vous arriviez à quoi? Qu'est-ce qu'ils faisaient les enfants alors? Juste en écoutant, ils écoutaient? Non. Je les faisais par exemple, je peux vous donner des exemples. Je me souviens d'une petite fille qui s'auto-mutilait et qui avait des stéréotypies. Il y avait les seuls sons qui sortaient, c'était des gênements, des trucs comme ça. Bon, je me suis mis sur la même fréquence de
Et puis c'est devenu petit à petit du blues et elle s'est entendue pour la première fois. C'est-à-dire que le fait d'être sur la même fréquence qu'elle et puis d'amplifier ce qu'elle faisait, c'est comme si tout d'un coup elle s'entendait pour la première fois. Et là, elle s'est prise au jeu et il y a des choses qui se sont passées. Je pourrais vous donner plein d'exemples de choses comme ça qui paraissent anodines mais qui sont assez magiques quand même. Des enfants qui ne réagissaient pas et qui tout d'un coup réagissent. Alors chez les autistes, qu'est-ce qui se passe? Parce qu'ils sont quand même très proches de la musique et en même temps ils ont des difficultés à danser. Enfin ils ont quand même ça dépend desquels, mais ils sont surtout ils peuvent pas communiquer. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas faire le lien entre l'autre, eux et puis l'autre. Donc le jour où Hugo, le petit garçon dont je me suis occupée pendant 10 ans toutes les semaines, le jour où il s'est adressé à moi. C'était énorme comme progrès, parce que les autistes ne font pas le lien avec l'autre. Voilà, je sais pas, j'ai fait des groupes, j'ai fait des individuels, mais pour revenir à ce petit garçon que j'ai bien connu, ce qui était complètement fulgurant, moi je dirais que ce sont des êtres qui ont des plus par rapport à nous. Par exemple, je partais sur lui et sur les mots qui sortaient, et de ça on faisait une histoire en musique, avec une harpe. Par exemple, il aimait bien la harpe, donc j'utilisais plus la harpe avec lui. Et donc, c'était une histoire qui s'inventait au fur et à mesure avec ses mots, en partant de ses mots, en partant de ses gestes, etc. Il partait. Moi, j'oubliais l'histoire, et j'oubliais ce que j'avais chanté, etc. Il revenait, il mettait un pied dans la pièce, il reprenait là où on était, il se rappelait de tout, et il parlait en vers. Ça rimait. Enfin bon... Des choses étonnantes que j'ai pu voir qui se passaient, mais c'est passé à travers la musique, le geste, la voix. On chante pas assez. On devrait tous chanter, mais il y a tellement de cultures où on chante et nous, on chante plus. Mais même les poèmes sont de la musique, hein. Enfin, je veux dire, bien parler, sûr. etc. La musique, des mots, enfin, chaque phrase, elle est musicale. Alors, la première fois où vous avez mis ce mot maillophonie, où vous vous êtes dit je vais faire de la maillophonie, c'est il y a combien de temps? D'abord, je me suis jamais dit je vais faire de la maillophonie. Et ce mot, j'ai cherché, je voulais pas mettre art-thérapie, je voulais pas mettre musicothérapie, parce que je sentais que c'était un peu différent de ce que j'avais appris en faisant ces études. Et je me suis dit que c'était vraiment, c'était ce qu'il y avait de plus proche par rapport à ce que je faisais, c'est-à-dire accoucher de soi à travers la résonance, à travers la voix. C'est un peu ce que j'ai fait, à travers ce qui m'est arrivé. Et j'aide les gens à faire ça, simplement à revenir à eux-mêmes qu'ils ont peut-être oublié ou qu'ils ne connaissent pas forcément. C'est pour ça qu'ils peuvent sortir des voix d'eux qui ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas les voix qui sortent d'eux. Et ça correspond à quelque chose qui est en eux. Je reviens au moment où vous étiez sourde. Il y en a un comme ça qui a composé, je pense qu'il y en a peut-être même d'autres, c'était Beethoven, je crois, qui a composé sourd. Comment on peut composer? Vous composiez quand vous n'entendiez pas aussi? Vous étiez capable de savoir ce que vous jouiez? Ça me semble fou. Non, je composais pas. Je ne vais pas me comparer à des maîtres comme Beethoven. Mais je composais pas. J'étais dans une urgence de vie. J'étais pas dans une urgence à faire de la composition. J'étais dans une urgence à vivre et à entendre. Mais vous entendiez les sons que vous produisiez avec vos instruments? C'est-à-dire que je produisais des choses que je connaissais et je pouvais chanter la même chose sans m'entendre. Ok. On va écouter la deuxième. Ok. Alors la deuxième, c'est... je pense que ça doit être Je t'aime. Ça, c'est Maison vide. C'est un album que j'ai sorti en 2011. Très différent. Ah oui, j'ai fait une bêtise, attendez. Je recommence, j'ai fait une bêtise. Ça m'arrive souvent. Donc, on va écouter Je t'aime. Oui, mais Je t'aime, c'est dans un album que j'ai sorti en 2011 et qui s'appelle Maison Cube. Voilà.
un peu moins précisément. J'éprouve pour toi un sentiment. J'éprouve pour toi un sentiment. Ou un peu moins précisément. Je te tiens en considération. Je te tiens en considération. Je t'aime. Ou un peu moins précisément. J'éprouve pour toi un sentiment. J'éprouve pour toi un sentiment. Ou un peu moins précisément. Je te tiens en considération. Je te tiens en considération. Ou un peu moins précisément. Je suis au courant que tu es vivant. Je suis au courant que tu es vivant. Je t'aime. Ou un peu moins précisément. J'éprouve pour toi un sentiment. J'éprouve pour toi un sentiment. Ou un peu moins précisément. Je te tiens en considération. Je te tiens en considération. Un peu moins précisément. Je suis au courant que tu es vivant. Je suis au courant que tu es vivant. Un peu moins précisément. IDFM, ça s'arrête comme ça d'un seul coup. Et là, effectivement, c'est la fin. Cut, comme dit Emmanuel Parrenin. Donc, je crois qu'il y a un film qui va sortir dans peu de temps, vous m'avez dit, Emmanuel. Oui, c'est toute une aventure. C'est un film qui va s'appeler Merveille à Montfermeil. C'est un film réalisé et écrit par Jeanne Balibar, avec des merveilleux acteurs aussi. Mathieu Almaric, Emmanuel Béard, Bulogier, et j'en passe, hein, tous tout à fait merveilleux. Et c'est une aventure parce que Jeanne m'a appelé pour, en fin de compte, au départ, pour prendre des cours de chant et faire de la maïophonie avec moi. Et puis, au bout d'un moment, elle m'a dit, tu sais, tu m'as inspirée, j'ai écrit un scénario, ça se passera à Montfermeil, et elle m'a fait lire le scénario, et en fin de compte, elle joue mon rôle. Et puis, on a commencé il y a 4 ans à faire travailler la population de Montfermeil, donc une population très, très mélangée. Et puis, le film n'a pas pu se réaliser à ce moment-là, je pense, problème de budget. Et puis, c'est le mois de janvier l'année dernière, Jeanne me rappelle en me disant, ça y est, on le fait. Je pense sans subvention, ça s'est fait avec très, très peu de moyens. J'ai fait travailler donc la population de Montfermeil en amont du film, donc des groupes assez importants, toute population, hommes, femmes, adolescents, vieilles personnes. C'était une expérience extraordinaire parce que moi j'ai dit à Jeanne, je veux bien le faire, mais je le fais que si c'est vrai, c'est-à-dire je fais vraiment mon travail avec les gens qui vont jouer le jeu. Si c'est pour faire semblant, ça m'intéresse pas. Eh bien Jeanne, évidemment, c'était aussi ce qu'elle voulait, et les gens étonnamment ont été merveilleux, ils ont joué le jeu, même ceux que j'ai retrouvés, que j'avais vus 4 ans auparavant, sont venus me dire, mais oh madame, c'est formidable, je respire mieux, je dors mieux maintenant. Enfin bon, les exercices leur avaient fait du bien, et ils me l'ont démontré, ça m'a touchée, et on a repris le travail avec beaucoup de nouvelles personnes que je ne connaissais pas. Ça a été assez étonnant. Et donc tous mes exercices vont être dans ce film. Moi, j'étais hors champ de caméra. Je montrais donc à cette population les mouvements qu'on avait travaillés, les sons, les vibrations. Et puis Jeanne était dans le champ de la caméra et leur faisait faire les exercices. Voilà. Ce film s'appelle Merveille à Montfermeil et il sortira, je ne sais pas quand, parce qu'il est en montage. Alors ça peut durer longtemps le montage. Et donc Jeanne était-vous dans le film, oui, ouais. mais pas seulement. Mais enfin, elle était moi en sens qu'elle fait faire ses exercices. Moi, j'étais hors champ.
D'accord. Et tout le film passe sur les exercices, non? Non, il se passe des choses. Il y a Non, non, il y a non. d'autres histoires. Non, non, il y a une histoire, ça je vous laisse la découvrir. Mais le film, c'est un peu comme une comédie musicale, mais au lieu d'être des chants C'est de la et des maillophonie. musiques, voilà, c'est de la maillophonie. Et Bulogier, dans l'histoire, elle fait quoi? Elle a un rôle aussi, mais je laisse découvrir. Bon, on laissera découvrir. Alors, donc, cette démarche thérapeutique très puissante, la maillophonie, permet de se libérer des blessures du passé et de se reconnecter à votre nature profonde. Elle permet d'accoucher de toutes les voix qui nous habitent et d'aller chercher en nous celles qui n'ont jamais eu le droit à la parole. C'est aussi l'art de s'entendre et d'être entendu dans son intégrité. C'est pour ça que je vous parlais au départ, tout à l'heure, je vous parlais de l'écoute. La maillophonie, c'est d'abord et avant tout de l'écoute. Écoute de soi, là. Écoute de soi. Donc, en dehors de ce film, on peut se procurer les CD ou vous faites des cours chez vous? Non, non. En dehors de ce film, je suis professeur. Enfin, je forme des thérapeutes au Centre international de musicothérapie, le CIM. Je fais partie aussi avec d'autres thérapeutes d'un institut de formation de psychologie sacrée et symbolique. Donc j'interviens voilà dans des stages sur des thèmes qu'on me demande, et puis les personnes peuvent aussi venir me voir. Oui, c'est pas le but, c'est pas le grand champ de... Non, 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 parce que je suis musicienne avant tout. Je donne des concerts, je m'occupe aussi d'artistes, et je ne peux pas faire l'un sans l'autre. Je ne pourrais pas être thérapeute à plein temps. À plein temps, c'est pas possible. Je suis musicienne et compositeur, peut-être en premier. Alors, cet institut d'art sacré, c'est quoi exactement? Un institut de psychologie sacrée et symbolique. C'est un groupe de femmes qui ont toute une spécificité qui se trouve au groupe Nation, et on part de thèmes. Moi, j'interviens sur certains thèmes, mais je n'interviens pas sur tous les thèmes. Ben, vous êtes dans votre domaine, c'est déjà pas mal. On peut en écouter une autre là. Alors, je sais pas. En premier, j'ai Château. Topaz. Topaz. Non, c'est pas Topaz. C'est Topaz. Topaz. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alors, Topaz. Donc, Topaz, on revient à Maison Rose, qui est un disque que j'ai fait en 77. Et puis, j'ai expérimenté la vielle d'une manière assez particulière. On va entendre ça, et qui se trouve que ça a marqué beaucoup de jeunes, et que ça a marqué son temps, paraît-il, puisque moi, j'avais oublié ce disque. Il était pour moi aux oubliettes, et puis je me rendais pas compte qu'il était en train un peu de faire le tour du monde sans que je le sache. Et ce sont des jeunes, et c'est grâce aussi à Internet que c'est redevenu actuel. Topaz.
bougez, vous gênez pas. Bon, il reste une petite minute, mais on va l'arrêter. Je suis sûre que vous avez aimé cette musique électronique. Dernière partie de C'est Au-delà du miroir dans l'antenne, sur l'antenne d'IDFM avec Emmanuel Parenin. Vous dites que vous jouez de la musique électronique avec des jeunes? C'est-à-dire que je joue pas de la musique électronique puisque j'utilise des instruments acoustiques, mais il se trouve que je joue, oui, des fois avec des jeunes qui font de l'électro et que les sons d'électro et les sons de vielle fusionnent très très bien ensemble. Donc on peut sauter les années, le temps, en mélangeant ces instruments qui vont parfaitement bien ensemble. Ça donnait envie de bouger, moi je trouvais cette musique. Ça donnait envie de bouger, d'avant en arrière, de lever les bras, je sais pas, de bouger. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait dire encore pour terminer l'émission? Il nous reste quelques minutes. Donc, on vous retrouve, vous avez un site, vous dites qu'il est un peu vieillot, mais il est toujours là quand même. Si on tape Emmanuel comme une femme avec 2 L, Parenin, P-A-2-R-E-N-I-N, on vous trouve un site.com, vous avez un Facebook. Qu'est-ce qu'on peut faire? On voit aussi ce que vous allez faire dans les mois à venir, parce qu'il y a quand même des concerts, vous êtes un peu présente, vous bougez, hein. Oui, ben là, j'étais en concert encore hier au soir. Bien sûr, ma vie est sur le chemin, quoi. Je bouge. Ça permet de rester en vie. Exactement. Donc on vous retrouvera dans le film de Montfermeil. J'ai oublié le début, mais j'ai retenu la ville. Merveille à Montfermeil. Merveille à Montfermeil. Les mères qui veillent à Montfermeil. C'est joli, Merveille à Montfermeil. On vous retrouve, vous avez des CD qui sont sur votre site et vous donnez des formations à des thérapeutes. Et on vous retrouve aussi sur le site pour ça. Oui. La formation, elle dure combien de temps? Ça dépend des demandes. Ça peut être des stages d'un week-end ou ça peut être sur plusieurs années. Bon, vous n'êtes pas bavarde. Hein. J'aime bien parce qu'Emmanuel Parenin écoute beaucoup, parle peu. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Peut-être terminer cette émission avec un CD dans le CD, vous avez un hommage à votre père, je pense. Oui. Hein, ça s'appelle Quartet en fa majeur. C'est du Ravel. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on doit écouter Bien, je ne sais pas ce qu'on va écouter, ça va être le hasard parce qu'il y en a tellement. Il a enregistré tout ce qui existe pour quatuor à cordes a été enregistré par le quatuor Parnain. Donc je vais voir
en écoutant les premières mesures, Bon, ce que vous avez choisi. là, faut mettre Mais votre casque, bon, alors. ce qui est intéressant, pour moi, c'est que c'est mon berceau, quoi. Je sors de là et je fais une musique évidemment très très différente. Donc, si vous voulez entendre ce qui va passer à l'antenne, il faut mettre votre casque là. Et vous nous direz ce que c'est ou on l'envoie comme ça. Donc, on l'envoie comme ça dure 8 minutes 20, donc on terminera l'émission sur ce quatuor Parnin. Et je vous remercie, Emmanuel Paronin. Merci à vous Merci beaucoup. de m'avoir invité dans votre émission. Et on va terminer avec votre papa. Merci beaucoup.